Bonjour les sixièmes. Aujourd'hui, troisième heure de cours concernant Rome du mythe à l'histoire à la maison et dernière heure de cours avant vos vacances de 2 semaines. Je vous rappelle rapidement ce dont nous parlons, ce que nous avons vu durant les heures précédentes. On essaye de répondre à la question comment les Romains ont-ils utilisé la légende de la fondation de leur ville. On a d'abord étudié cette légende, on a parlé de Romulus, de Vénus, de Mars, de Énée, tout ça c'est acquis. On a vu aussi que la légende, elle donnait aux Romains des origines divines et grecques, et puis aussi elle les montre comme des personnes puissantes. Vous vous rappelez de Romulus qui tue son frère, et vous vous rappelez également de Romulus qui commande l'enlèvement des femmes sabines. Ça, c'était pour la partie légendaire, mythique. Mais on a vu la dernière fois qu'il y avait aussi une histoire de la fondation de Rome, avec des bâtiments que les archéologues ont retrouvés, des restes de l'enceinte qui fortifiait la ville de Rome, des restes du Grand Cirque, des palais royaux, du temple de Jupiter, notamment, mais aussi des égouts qu'on appelle Cloaca Maxima, que vous voyez ici. On a vu ces photographies-là qui nous montrent qu'il y a des réels vestiges, avec, vous vous rappelez, les trous des poteaux, des cabanes de fermiers à Rome, et nous en étions arrivés à l'idée que les Romains se sont servis des légendes pour construire leur histoire. Le but maintenant, c'est de faire la synthèse de notre grand 1 et de notre grand 2 en complétant le tableau que vous avez à l'écran. Les informations de ce tableau, finalement, elles étaient déjà comprises dans notre grand 1 et notre grand 2. Le grand 1 était sur la légende, le grand 2 sur l'archéologie, l'histoire. Alors rappelez-vous, selon la légende, la ville de Rome a été fondée, je pense que vous l'avez trouvé, en moins 753, ou 753 avant Jésus-Christ, comme vous le souhaitez. Les fondateurs, mais là j'aurais pu le mettre au singulier pour la légende, parce que de fondateurs, il n'y en a qu'un selon la légende, celui qui a tué son frère, c'est Romulus. Le lieu de fondation, l'endroit où Romulus et Rémus avaient été recueillis et où il a fondé la ville, c'est la colline du Palatin. Et enfin la source, c'est-à-dire d'où est-ce que l'on tient l'information, qu'est-ce qui nous renseigne sur cette fondation légendaire de Rome. On a parlé du mythe qui date du 1er siècle et d'un auteur, Tite Live, qui nous racontait cette fondation mythique. Notez-le, complétez votre réponse de la première colonne et faites pause. On va pouvoir maintenant passer à la partie archéologie. Avec là, vous allez voir des informations qui seront peut-être un petit peu moins précises que celles de la légende. Par exemple, pour la date de fondation de Rome, on a vu que les premières cabanes de fermiers qui nous étaient parvenues, dont on a trouvé les traces, dont les archéologues ont trouvé les traces, elles datent du 8e siècle. On ne sera pas capable de donner d'informations plus précises. On ne sait pas quelle année précisément une cabane a été construite. On a une indication vague, 8e siècle avant Jésus-Christ. Les fondateurs. Là, de la même manière, on n'aura pas un nom précis. On ne sait pas qui est la personne qui a le premier, la première, fondé, créé une cabane près du Palatin. Non, les fondateurs, on va simplement dire que ce sont les Latins, c'est-à-dire les habitants de cette région-là qui s'appelle le Latium. Le lieu de fondation. Selon la légende, c'est la colline du Palatin. Nous, on va peut-être être un peu moins précis du point de vue archéologique. Globalement, c'est une colline de Rome. Ce sont, on pourrait le mettre au pluriel, les collines de Rome, avec un S, ce sera mieux. Et la source. D'où est-ce qu'on tient toutes ces informations? Qu'est-ce qui nous renseigne de manière finalement assez imprécise? Ce sont quand même les vestiges, donc des choses dont on est certain qu'elles ont existé, les vestiges découverts par les archéologues. Complétez la deuxième colonne, faites pause. Ce que je veux que vous compreniez à travers ce tableau, c'est que la légende nous donne des éléments extrêmement précis. Tout juste si on n'a pas le jour et le mois auquel Romulus aurait fondé la ville de Rome. On a un seul fondateur, un homme, Romulus. Et en fait, même si elle est extrêmement précise, ça n'est pas la légende qui va nous intéresser, nous, particulièrement. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les éléments matériels, les éléments précis, et ces éléments précis, ils ont été permis par les découvertes des archéologues. Donc, on ne sait pas exactement quand Rome a été fondée, 8e siècle environ. On ne sait pas qui sont les premiers habitants, si ce n'est que ce sont sûrement des Latins. On ne sait pas exactement à quel endroit ils sont installés, c'est autour des collines de Rome, mais rien de plus précis.
Eh bien, parfois en histoire, il faut accepter l'imprécision. Évidemment, ça serait rassurant de savoir quand et qui a fondé Rome. Eh bien, nous n'en sommes pas certains, et ça n'est pas si grave finalement. Par contre, ce que l'on va voir dans la troisième partie, et qui va nous intéresser, c'est comment les hommes politiques romains se sont servis du mythe. À la suite de ce tableau que vous avez collé, vous pouvez donc passer à l'écriture du grand 3, en rouge, grand 3, l'utilisation du mythe par les dirigeants romains. Notez-le et faites pause. Vous pouvez maintenant coller la dernière fiche d'activité que je vous avais distribuée avant que nous nous séparions, qui s'appelle « Les dirigeants romains et le mythe de la fondation ». Vous allez devoir vous rendre page 81 et lire les deux petites biographies de deux hommes importants, Jules César, Auguste. Vous allez lire ces deux petites biographies, ça va vous permettre de répondre aux deux premières questions. Donc vous devez associer 3 informations à chacun des hommes politiques. Il y en a 3 qui concernent Jules César, 3 qui concernent Auguste. Vous allez prendre un crayon et un papier, vous allez relier le nom aux informations qui correspondent. Attention, il ne s'agit pas d'avoir 3 informations sur l'un et 3 informations sur l'autre. Il va falloir mixer un petit peu les réponses. Et vous pourrez aussi répondre à la question numéro 2. Rappelez la zone que l'Empire romain domine à l'époque où Jules César et Auguste sont au pouvoir. Commencez votre lecture de ces deux petites biographies et reliez les informations qui correspondent et répondez à la question 2. Vous faites pause au travail. Bien, vous avez lu les deux petites biographies et donc vous avez essayé de relier les informations qui correspondent à Jules César et à Auguste. Pour Jules César, vérifions. Vous avez dû trouver que Jules César avait voulu être dictateur à vie, qu'il est mort assassiné en 44 avant Jésus-Christ, et qu'il a conquis la Gaule, donc c'est un chef militaire qui a mené des conquêtes. Quelques éléments sur son assassinat, justement, de l'assassinat de Jules César. Il s'est fait assassiner au Sénat, donc un lieu politique romain, parce qu'il voulait prendre tous les pouvoirs. Il a été assassiné par Brutus, qu'on présente souvent comme son fils adoptif, mais ce qui n'est pas réellement le cas. Ça, c'est uniquement dans Astérix que Brutus est le fils adoptif de César. En tout cas, on retiendra pour Jules César que c'est aussi un militaire qui a conquis la Gaule et qui a, du coup, étendu les frontières de l'Empire. Du coup, il reste pour Auguste 3 informations. Auguste, on l'avait vu en début de chapitre, c'est le fondateur de l'Empire romain, en moins 27. Il est mort en 14 après Jésus-Christ. Et c'est un chef politique qui lui aussi a mené des conquêtes importantes, puisqu'il a conquis 2 territoires essentiels, l'Égypte et l'Espagne. Donc là, vous avez 2 bâtisseurs importants de la puissance romaine, 2 personnes qui ont amené Rome à une puissance très importante. Et d'ailleurs, la question 2 nous y ramène à cette question de la domination, puisque l'Empire romain, à leur époque, je vous le rappelle, il domine le bassin méditerranéen. Mettez-le bien, le bassin méditerranéen est dominé par Rome au 1er siècle. 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ. Notez-le et faites pause. L'Empire romain dominait tellement le bassin méditerranéen, la mer Méditerranée, qu'ils appelaient cette mer Mare Nostrum, notre mer. On parlait aussi parfois de la Méditerranée, on disait que c'était un lac romain, comme si au milieu des terres dominées par Rome, il y avait eu cet immense lac-là. Mais ce lac, cette mer, elle a été dominée par Rome grâce à des conquérants comme Jules César et Auguste notamment. On va maintenant pouvoir continuer notre activité en lisant le document que vous avez au tableau et qui est aussi dans votre manuel, 86 de votre manuel, d'accord ? Vous allez pouvoir le lire et vous allez devoir répondre aux 2 questions qui apparaissent à droite. Quelles célébrations sont organisées pour les victoires de Jules César ? Et vous devrez relever l'expression qui montre comment César est considéré par les Romains. Il lui donne un titre particulier. Lisez le texte, répondez aux questions, on les corrige ensemble juste après. Vous pouvez faire pause. Alors, pour la correction, quand César revient pour célébrer ses victoires, et notamment les victoires qu'il a obtenues en Gaule, ce qui est organisé, ce sont des sacrifices, une procession et une statue qui est faite de lui, et une statue que l'on va placer en fait face à la statue de Jupiter. On va le mettre en regard, en face directement de ce dieu particulièrement important pour les Romains, sur le Capitole, là aussi une place centrale à Rome.
comment Jules César, est considéré par les Romains? On vous le dit à la toute fin. Il est considéré comme un demi-dieu, en fait. Autrement dit, les Romains ne le voient plus uniquement comme un homme, mais ils le représentent à l'égal des dieux. Attention, une fois encore, les Romains ne sont pas, ils ne sont pas idolâtres de Jules César, ils n'ont pas perdu la tête, non, ils savent très bien que Jules César est un homme, simplement ils veulent commémorer, ils veulent célébrer ses victoires, et donc ils le placent quasiment à l'égal des dieux, comme Jupiter. Notez ces éléments de réponse et faites pause. On va maintenant pouvoir passer à 2 questions sur Auguste. Le document, vous l'avez ici. De la même manière, dites-moi comment Auguste est représenté sur ce document et à côté de qui il est représenté. Prenez le temps de le regarder dans votre manuel scolaire. C'est le document qui se trouve à la page 87. Vous répondez à ces questions, on corrige ensuite, vous faites pause. Alors comment Auguste est représenté? Regardez, on vous le montre ici, il est représenté comme un Jupiter, c'est-à-dire comme le dieu des dieux. On vous le disait ici, il a les attributs de Jupiter, l'aigle notamment. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure pour Jules César, il n'est pas représenté comme un homme. Non, il est représenté comme l'égal des dieux, et d'ailleurs, réponse à la question 6, à côté de qui est-il représenté? Il est à côté d'autres dieux et déesses, et il est complètement leur égal. Il semble discuter avec les dieux. Là encore, les Romains savent très bien que ce n'est pas un dieu, mais ils le représentent quasiment comme tel. Notez-le, complétez-le, et faites pause. Allez, dernier effort pour aujourd'hui, on est page 86, document 2. Un texte à lire, un texte de Virgile, on a déjà lu des textes de cet auteur-là. Il faut que vous retrouviez dans ce texte les illustres ancêtres que l'auteur attribue à Jules César et à Auguste. Autrement dit, selon Virgile, qui sont les ancêtres, les grands-parents, les arrière-arrière-arrière-grands-parents de Jules César et d'Auguste. Et question 8, quelle image cela donne-t-il à ces 2 chefs politiques? Autrement dit, quand on présente ces ancêtres-là, est-ce que ça donne une bonne image, une mauvaise image de Jules César et d'Auguste? Lisez le texte, répondez à ces 2 questions, vous pouvez faire pause. Bien, vous avez lu ces textes et je pense que vous avez relevé que, globalement, selon Virgile, bien Énée, Romulus et Mars sont les ancêtres communs de Jules César et d'Auguste. Autrement dit, il les place directement dans la filiation divine. Ils sont descendants de Romulus, de Mars et d'Énée. L'image que ça leur donne une image d'hommes forts, légitimes, c'est-à-dire qui ont le droit de gouverner, et surtout d'hommes qui peuvent donner de la puissance à Rome. Ce que vous devez comprendre, c'est que Virgile raconte cela pour que Jules César et Auguste ne soient pas, que personne ne puisse les critiquer en fait. Ils ne sont pas critiquables puisqu'ils sont censés descendre de héros troyens, du fondateur de Rome et d'un dieu. Donc ça leur donne une excellente image, une image de puissance, et c'est ça qui est important. Complétez-le, corrigez-le, et faites pause. Allez, il va nous rester un tout petit élément de cours à noter pour finir notre chapitre. On y va. Jules César et Auguste sont des conquérants, donc César en Gaule en moins 52, et Auguste en Afrique et en Germanie. La Germanie, c'est ce qui a donné aujourd'hui l'Allemagne. Notez-le et faites pause. Ils sont présentés comme des descendants des dieux Mars et Vénus par Énée, et ils sont glorifiés en raison de leurs origines. Notez-le et faites pause. Ce que je veux que vous compreniez, dernière chose à écrire en rouge, c'est que le mythe de la fondation de Rome sert leur pouvoir. Ça fait que ce sont des personnes qu'on ne peut pas critiquer et qui doivent être vues comme les plus puissantes qui existent à Rome. Écrivez-le en rouge et faites pause. Bien, voilà pour nos 3 heures de cours d'avant les vacances. Vous voyez qu'il nous reste à faire la conclusion et un petit exercice, ce qui devrait nous occuper lors de la première séance au retour des vacances, c'est-à-dire le jeudi 29 avril. J'espère que le cours d'aujourd'hui a bien été compris. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi un message. Vous aurez comme travail pendant les vacances simplement à relire le chapitre, mais tout cela sera écrit sur Pronote. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances, reposez-vous bien, et je vous retrouve à distance le 29 avril. À très bientôt.